Cependant, dans le monde actuel, la capacité de reconnaître du sacré semble disparaître. Ou au moins dans une partie du monde actuel, notre monde. Et je vais en prendre un exemple assez récent. Je l'ai trouvé dans le journal, tout simplement, dans Le Monde du 29 décembre 2011. Je vais parler un peu en détail de ce cas. Donc Le Monde du 29 décembre 2011, en page 7, détaillait le cas suivant. Ça se passe au Mexique, un peu au nord de Mexico, à environ 500 km au nord de Mexico, dans une réserve naturelle qui est protégée, la réserve de Wirikuta. Et dans laquelle se trouve une colline qui porte le nom de colline brûlée, Cerro Quemado. La colline brûlée, qui est un lieu saint des Indiens, des Amérindiens Huichol. Donc, c'est une réserve naturelle et en particulier, c'est aussi un site naturel sacré reconnu par l'UNESCO en tant que tel, site naturel sacré. Donc, c'est un lieu saint et pour ces Indiens, Huichol, c'est là que le soleil serait né, le lieu de naissance du soleil. Et c'est marqué par des cercles de pierre. Et chaque année, les Huichol, qui sont environ 40 000, se rendent en pèlerinage sur cette colline pour y voir la lumière, comme ils disent, voir la lumière, notamment en consommant des champignons hallucinogènes, en prenant du peyote. Chaque année. Et en 2008, le 28 avril 2008, le président Calderón, le président du Mexique, bon, c'est pas la peine de noter son nom, et 5 gouverneurs provinciaux ont signé avec eux, avec ces Indiens, un pacte de Huauchamanaka, enfin, je vous renvoie au Monde, qui garantit à ces Indiens Huichol la préservation de leurs lieux sacrés et de leurs chemins de pèlerinage qui conduisent à la colline brûlée. Or, la géologie de ce coin recèle des filons d'argent. Et en 2009, donc juste l'année suivante, sans consulter les Huichol, ça veut dire c'est en violation notamment de l'accord 169 de l'Organisation internationale du travail, dont le Mexique est signataire, article qui prévoit que les peuples indigènes soient consultés pour tout projet touchant à leur terre ancestrale. Bon, donc déjà violation du droit international. Mais il y a violation d'autres choses aussi. Donc en 2009, le gouvernement mexicain a accordé sur ces terrains 35 concessions à une société mexicaine qui s'appelle Mineral Real Bonanza, qui est filiale d'un grand groupe canadien qui s'appelle First Majestic Silver. First Majestic Silver. 35 concessions couvrant 6 000 hectares, dont 70% dans la réserve naturelle, qui est en même temps une réserve sacrée, site naturel sacré. Ça, c'est une première compagnie canadienne. Vous savez, les Canadiens sont très forts pour tout ce qui touche aux mines. Une autre compagnie canadienne, West Timmins Mining, a obtenu 2 autres concessions. Cette fois-ci, c'est pour de l'or, des mines d'or.
à proximité du même site. Et au moment du reportage du Monde, donc en décembre 2011, l'exploitation n'avait pas encore commencé. Elle n'avait pas commencé notamment parce que les Huichol ont résisté. Et ils ont créé, en septembre 2010, un front de défense de Wirikuta. Le front de défense de Wirikuta, qui a, ce mouvement qu'ils ont lancé, a eu des résonances internationales, un mouvement de protestation internationale qui s'est attiré l'appui de personnalités mondiales, comme par exemple l'écrivain Jean-Marie Leclésio, qui est prix Nobel de littérature et qui réside au Mexique, enfin, ou qui a résidé au Mexique et qui est très sensible à ces questions. Alors, moi, je n'ai pas mené d'enquête personnelle là-dessus. Mes informations ne remontent pas au-delà. À l'époque, donc, il y a un peu plus d'1 an, l'affaire n'était pas résolue, mais en tout cas, c'est vraiment un cas d'école. À savoir que, au mépris des engagements signés avec les peuples premiers, comme on dit en Amérique du Nord, un État moderne, descendant de la conquête, de la conquista, gère le territoire comme s'il n'existait pas. Comme s'il n'existait pas. Et comme si, en particulier, la dimension sacrée des hauts lieux, comme on dit, les hauts lieux, comme si la dimension sacrée des hauts lieux était éliminée. Et si vous éliminez cette dimension, que reste-t-il? Il reste la dimension physique et économique. Ça, c'est vraiment typique d'un problème mésologique, c'est-à-dire qu'il y a négation du milieu propre aux autochtones. Autrement dit, il y a négation de leur existence. Il ne s'agit pas de génocide, mais il s'agit de cosmocide, c'est-à-dire nier leur monde, tuer leur monde, cosmocide. Et on a fait ça, l'Occident a fait ça allègrement sur toute la planète, vis-à-vis d'autres cultures. En d'autres termes, plus géographiques, on pourrait dire qu'une certaine spatialité veut se substituer à une autre spatialité, prétend se substituer à une autre spatialité, alors que l'étendue concernée est strictement la même. En termes plus mésologiques, vous avez la même Umgebung, c'est-à-dire le même donné environnemental, au sens objectif. Ça, c'est dans le sens dont j'ai souvent parlé déjà ici, dans le sens de l'Umwelt, Lehre de Uexküll. Donc ça veut dire mésologie, c'est étude du monde environnant. La mésologie, qu'est-ce qu'elle étudie? Non pas l'Umgebung, qui étudie l'écologie. L'écologie étudie l'Umgebung, c'est-à-dire le donné environnemental objectif. La mésologie, bien entendu, n'ignore pas Umgebung, mais elle cherche à comprendre l'Umwelt, c'est-à-dire le milieu. Ça, c'est l'environnement. Et ça, c'est le milieu. Voilà, donc là, il y a négation du milieu et il reste seulement le donné environnemental en termes physiques, des filons d'argent, et économiques,
Ça veut dire une ressource exploitable.